Bonjour. Bien. Donc, je disais que j'ai le plaisir et l'honneur de co-animer aujourd'hui avec Monsieur Sacha Herzog cette séance qui est dédiée à des expériences de traitement agoniste opioïde dans 3 pays francophones, dont 2 africains, le Sénégal, le Burundi, et un pays nord-américain qui est le Canada. Et nous allons donc commencer par la présentation de Madame Marie-Ève Goyer de Montréal, qui est en fait une présentation adressée par vidéo et qui malheureusement ne permettra pas des échanges directs avec Madame Goyer. Allez-y. Bonjour et bienvenue à la présentation Outils et la pratique clinique en TAO, en traitement agoniste aux opioïdes au Québec. Donc, je m'appelle Anne-Sophie Temeray-Carrière, je suis médecin de famille, puis je suis très contente de pouvoir être avec vous par le biais de l'enregistrement différé qui nous aide là, avec des petits enjeux de décalage horaire. Donc, c'est ça, moi je suis médecin de famille à Montréal. Au centre-sud de l'île de Montréal, au Québec, au Canada. Donc, j'ai une pratique axée principalement sur les populations en situation de vulnérabilité, en itinérance, puis aussi en médecine des toxicomanies. Puis, je fais aussi partie de l'ESCODI, donc l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance. Donc, on est une équipe basée à Montréal, mais on a un mandat régional là, pour supporter toutes les équipes au Québec là, qui auraient des besoins cliniques ou organisationnels en dépendance et en itinérance. Donc, on s'efforce de créer des outils cliniques pertinents pour les cliniciens, en français, aussi en anglais, mais on essaie de promouvoir le français, puis de faire des activités de diffusion là, de ces outils-là. Donc, c'est un peu ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui, puis voir qu'est-ce qui est intéressant pour vous, puis qu'est-ce que vous pouvez adapter à votre contexte à vous. Donc, j'ai aucun conflit d'intérêt dans le cadre de cette présentation. Puis, nos objectifs aujourd'hui, premièrement, là, de vous situer un peu le contexte québécois, de vous présenter notre relativement nouveau, là, depuis 2024, notre guide clinique d'accompagnement des personnes vivant avec un trouble lié à l'utilisation d'opioïdes, puis de vous faire un survol, puis de vous partager nos outils les plus pertinents, là, puis qui, selon nous, se transfèrent le plus à d'autres contextes à l'international. Donc, c'est notre plan de match pour aujourd'hui. Donc, on voulait vous présenter des petites données juste pour vous camper un peu le contexte québécois. Là. Donc, la prévalence du TEO, du trouble lié à l'usage d'opioïdes. Donc, nos données les plus récentes, là, tirées de l'enquête canadienne sur l'alcool puis les drogues, là, menée en 2019, ça nous montrait qu'il y a 1% de tous les Canadiens là, âgés entre 15 ans et plus qui ont déclaré avoir un usage problématique d'analgésiques opioïdes au cours de cette année-là. Donc, c'est quand même des chiffres importants. Puis, vous êtes sûrement sans savoir qu'on est au prix avec des nombres effarants là, de surdoses mortelles aux opioïdes. Là. Donc, au Canada, le nombre total de décès liés à une intoxication aux opioïdes là, de janvier 2016 à juin 2023, là, ça s'élevait à 40 642 surdoses mortelles. Donc, c'est un sujet important, les troubles liés à l'usage des opioïdes et également les traitements. Ce n'est pas un luxe en médecine de première ligne au Québec puis au Canada là, en 2025. Donc, ceci étant dit, quelques mots sur notre contexte québécois en traitement agoniste aux opioïdes. Donc, il faut savoir qu'au Québec, les gens qui peuvent poser un diagnostic là, de troubles liés à l'usage des opioïdes et débuter un traitement agoniste aux opioïdes, ce sont les médecins, donc des médecins de famille ou des médecins spécialistes et également là, des infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale, qu'on appelle souvent là, les super infirmières au Québec là, et qui ont une spécialité en santé mentale. Ça ne demande plus là, de permis particulier. Il faut simplement avoir la formation, puis les compétences, puis se sentir habilité à le faire.
Ce qui est intéressant, par contre, là, comme nuance, c'est que là, on élargit un petit peu plus les professionnels de la santé qui peuvent represcrire puis ajuster les doses des traitements agonistes aux opioïdes. Donc là, en plus des médecins, on a aussi les pharmaciens, hein, qui sont des grands alliés pour nous au Québec. Puis, au-delà des IPS-SM, là, les infirmiers praticiens spécialisés en santé mentale, on rajoute les PL, les premières lignes. Donc, ils ont une spécialité différente là, que la spécialité de la santé mentale. Donc, c'est intéressant de cogiter un peu dans notre équipe là, à qui peut faire quoi, puis qui peut mettre la main à la pâte pour faciliter l'accès au traitement puis revoir les patients. Donc, au Québec, là, tous les traitements TAO là, sont couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, nous, on a la chance d'avoir de la buprenorphine naloxone, là, de non commercial Suboxone. On a de la méthadone. On a aussi de la morphine à libération lente unicotidienne, souvent connue sous le nom commercial de Cadian. Puis, on a aussi de la buprenorphine injectable à libération prolongée, qu'on nomme de nom commercial le Sublocade, qui est remboursable, mais avec un code d'exception. Notre modèle de soins en médecine des toxicomanies, mais surtout en troubles liés à l'usage des opioïdes, c'est vraiment un modèle de soins de première ligne, surtout par des médecins de famille, parfois des psychiatres, mais majoritairement des médecins de famille, dans des cliniques communautaires ou des centres spécialisés là, dédiés aux soins en médecine des toxicomanies. Puis dernière petite particularité du Québec, là, pour vous camper un peu comment on fait ça par chez nous. Donc, selon le niveau de stabilité psychosociale et résidentielle de nos patients, on va décider si on leur laisse des doses à emporter de traitements agonistes aux opioïdes. Aussi, par exemple, ils sont sans domicile fixe, il n'y a pas d'endroit sécuritaire ou entreposé des doses, à ce moment-là, on va leur demander de se présenter à tous les jours ou quelques fois par semaine en pharmacie pour prendre leur traitement devant le pharmacien, puis aussi objectiver la prise du traitement. Donc, comme je disais, les pharmaciens sont des grands alliés. Ils voient la plupart du temps les patients plus souvent que nous, puis peuvent faire beaucoup d'observation, puis nous ramener de l'information, être une courroie de transmission aussi avec le ou la patiente. Donc, c'était un peu, grosso modo, là, les grandes lignes de notre contexte québécois. On vous présente notre nouveau guide sorti en 2024, là, comme je le mentionnais tout à l'heure, qui se divise en 6 chapitres. Donc, je vous fais la survol là, rapidement. Il est très facilement accessible en ligne sur notre site Internet. Donc, le chapitre 1 est dédié là, à la philosophie d'intervention. Chapitre 2, on se parle de l'accueil, comment assurer la sécurité puis réaliser une évaluation adaptée. Le chapitre 3 est dédié à la pharmacothérapie. Donc, comment on fait un choix concerté, puis comment on procède aux prescriptions. Le chapitre 4, là, à ce moment-là, on va se pencher sur les services indispensables en traitement des agonistes opioïdes. Chapitre 5, on se parle d'accompagnement, de continuité des soins puis de relations thérapeutiques. Puis finalement, chapitre 6, on se penche un peu plus sur les responsabilités professionnelles de tout un chacun dans l'organisation de services. Donc, vous pourrez voir s'il y a des thématiques là, qui vous intéressent un petit peu plus, puis aller butiner dans le guide selon vos besoins. On vous présente un premier outil. Donc, le nerf de la guerre, c'est sûr que c'est de poser le diagnostic, mais c'est généralement pas si compliqué. Puis une fois que c'est fait, c'est principalement de choisir la bonne molécule. Donc, ce que nos données du groupe d'études de recherche canadienne nous montrent, c'est que si on avait un patient sans aucune préférence, sans aucune comorbidité devant nous, puis qui nous disait docteur, faites ce qui est le mieux pour moi, en termes de sécurité puis d'effets secondaires, probablement que ce qu'on devrait lui proposer d'emblée, c'est un TAO, un traitement agoniste aux opioïdes à la base de buprenorphine naloxone, suivi ensuite là, de méthadone, puis suivi ensuite de morphine à libération lente unicotidienne. Mais ce patient-là, qui n'a jamais rien essayé, qui n'a pas de comorbidité, qui n'a pas de préférence non plus, moi, je ne l'ai jamais rencontré. Ça se passe
jamais vraiment comme ça dans le bureau. Puis en fait, ben, ça devient vraiment une décision partagée entre plein de sortes de considérations, puis d'éléments propres aux patients. Donc, ce qu'on vous présente ici, là, c'est un outil d'aide à la décision partagée. On l'a préparé sous forme de questions là, pour soutenir la réflexion euh, qui peut être utilisée par le médecin, mais qui peut être fait aussi en amont du rendez-vous médical par un autre professionnel de la santé de la clinique ou du milieu communautaire. Donc, je vous nomme quelques questions, là, mais prévoyez-vous poursuivre votre consommation d'opioïdes durant votre traitement. Donc, ça va orienter vers un traitement peut-être pas à base de buprenorphine si la réponse est oui. Et inversement, c'est pas vos autres conditions médicales ou antécédents médicaux, c'est de l'information très précieuse pour faire un choix sécuritaire. Bref, je vous laisse lire les autres questions, mais c'est un super outil là, pour débuter des réflexions puis des discussions avec le ou la patiente, toujours dans l'optique là, de faire le choix de la meilleure molécule pour le ou la patiente. On a un autre outil là, qui sert encore une fois à l'aide à la décision. Donc, c'est le dessin que j'avais l'habitude de gribouiller à mes patients, puis j'en ai parlé à l'équipe de l'ESCODI, puis il y a une talentueuse graphiste qui a mis ça beaucoup plus clair et joli que ce que j'ai l'habitude de dessiner. Donc maintenant, j'utilise cette version-là plastifiée dans mon bureau. Mais grosso modo, là, c'est pour expliquer des considérations un petit peu plus techniques, un petit peu plus logistiques aux patients, pour qu'en un coup d'œil, ils puissent voir tous les traitements disponibles, mais aussi pour qu'en un coup d'œil, ben, ils puissent voir qu'il y a du mouvement qui peut se passer, puis que leur choix n'est pas définitif et pas pour toute la vie, puis qu'il y a des possibilités de passer d'un traitement à l'autre si finalement, ben, on fait un essai, puis c'est pas pour nous. Ça leur permet de voir un peu le champ des possibles. Dans le guide, vous allez voir que pour chaque molécule, chaque TAO, on a fait une petite fiche boîte à outils qui regroupe tout ce dont vous avez besoin d'avoir sous la main. Donc, on a la section prescrire. Donc, on a des fiches de l'INES, là, qui est l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux au Québec, là, qui vous fait des récapitulatifs. On a des gabarits d'ordonnances. On a les guides d'utilisation. On a aussi la section se former. Donc, bon, c'est une formation québécoise, mais des fois, ça peut peut-être vous intéresser de voir la structure de cette formation-là. Puis finalement, il y a toujours la section information pour les personnes en traitement. Donc, comment faire un choix éclairé. Je vous ai présenté l'outil tout à l'heure. Les questions courantes sur la molécule, puis les questions courantes aussi si la personne, par exemple, pour la buprenorphine, décide de faire une induction par microdosage versus plus conventionnel, classique, là, qui nécessite un sevrage préalable. Fait que vous avez ces fiches-là pour toutes les molécules, il y a des liens cliquables, vous pouvez vous promener puis explorer tout ça, c'est très riche en informations. Ensuite de ça, bien, on vous présente l'outil du tableau résumé des traitements pharmacologiques. C'est pas un outil que j'utilise avec les patients là, puis que je partage nécessairement avec les patients. C'est vraiment un outil pour le ou la clinicienne qui, en un coup d'œil, peut comparer plein d'informations sur les différentes options. C'est un excellent outil là, également pour faire de l'enseignement aux étudiants en médecine ou en pharmacie ou en sciences infirmières. Donc, on a premièrement là, les voies d'utilisation, sublinguale, orale, injection sous-cutanée, les formulations disponibles. Est-ce que c'est un effet agoniste mu pur versus partiel? Donc, en un coup d'œil, on peut voir. Est-ce que c'est couvert par la RAMQ? Donc, là, c'est seulement pertinent pour les gens au Québec, mais oui, c'est le cas. C'est quoi la rapidité de l'atteinte de la dose de confort? C'est quoi les doses de départ maximales? C'est quoi les augmentations maximales, puis les doses maximales, puis finalement la posologie? Sur l'autre page, bien, on a des considérations plus c'est la fin des considérations de pharmacologie. Donc, après combien de jours manqués il faut réévaluer le dosage, puis soit réduire la dose, soit complètement reprendre une induction. Donc, c'est intéressant rapidement de voir ça.
comment on décide les doses non supervisées, comment on décide que quelqu'un peut avoir des doses à emporter à la maison. Ensuite, on a une section pharmacocinétique, là, donc c'est quoi les pics d'action de chaque molécule. Donc, un patient dit ah, je me sens bien, docteur, sur la nouvelle dose de méthadone que vous m'avez prescrit, mais oh, je me sens fatiguée, là, j'ai le goût de m'endormir 3 heures après l'avoir pris à la pharmacie. Ben, ça se peut-tu que ce soit du surdosage? Ah, ben oui, c'est intéressant, tu sais, le pic d'action de la méthadone, c'est 2 à 4 heures après l'ingestion. Donc, 3 heures après, effectivement, peut-être que vous êtes légèrement surdosé, on pourrait essayer de diminuer un petit peu votre dose. Des informations aussi là, sur le métabolisme hépatique, puis également sur la demi-vie. Ensuite, une section qui est quand même riche là, pour faire un choix selon les préférences puis les besoins de la personne en traitement. Fait qu'on amène 3 considérations, là. Donc, est-ce que la personne désire continuer une consommation concomitante d'opioïdes illicites là, pendant le traitement? Donc, à ce moment-là, ce serait un scénario possible avec la méthadone puis la morphine à libération lente uniquotidienne. Est-ce que là où la patiente, ben, il verbalise avoir besoin là, de ressentir l'effet sédatif là, bien connu pour les agonistes mu purs? Donc, si c'est le cas, ben, peut-être qu'on se dirigerait moins d'emblée vers une molécule à base de buprenorphine. Puis, est-ce que là où la patiente, ben, il consomme activement de l'alcool ou d'autres dépresseurs du système nerveux central? Ben, si la réponse est oui, ben, peut-être qu'à ce moment-là, une molécule à base de buprenorphine serait plus sécuritaire puis serait une meilleure option. Une section sur les précautions puis les contre-indications. Donc, quelle molécule a un impact là, sur le QTC, donc principalement la méthadone. Donc, à ce moment-là, on va faire des électrocardiogrammes initiaux puis de suivi pour s'assurer là, qu'il n'y a pas d'augmentation du QTC. C'est quoi les aspects là, qu'il faut vérifier au niveau de la sécurité? Puis finalement, la dernière page qui résume là, en un coup d'œil les interactions médicamenteuses, les effets secondaires fréquents. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'insuffisance hépatique, les ajustements à faire en cas d'insuffisance rénale. Est-ce que la molécule est sécuritaire là, en grossesse et en allaitement? Donc, on voit là, que méthadone puis buprenorphine, naloxone là, ont le feu vert à cet égard-là. Puis les contre-indications là, par rapport à ces molécules-là. Donc vraiment une petite mine d'or, là, tout est là récapitulé en un gros tableau, mais quand même. Puis vous permet en tant que clinicien de voir si le choix que vous avez fait avec votre patient ben, est sécuritaire par rapport à toutes ces conditions, toutes ces comorbidités. Lorsqu'on suit des patients sous traitement agoniste aux opioïdes, ben, ça vient souvent avec des demandes de sevrage. Donc souvent, ben, nous, on va positionner au Québec là, de plus en plus la toxicomanie comme une maladie chronique hein, qui nécessite un médicament pris de manière chronique. Fait qu'on fait souvent des parallèles avec l'hypertension ou le diabète. Mais encore une fois, si la personne veut cesser son traitement ou le diminuer progressivement, ben moi, je ne vais jamais obliger aucun de mes patients de force à prendre de la méthadone ou de la buprenorphine, par exemple. Puis je pense que notre rôle, c'est d'informer correctement le ou la patiente pour qu'il puisse faire un choix éclairé et puis l'accompagner là-dedans. Donc, dans le fond, globalement, ce qu'on veut communiquer aux patients, c'est qu'on est inquiet qu'en diminuant le traitement, ben, on augmente ses cravings, ses envies impérieuses de consommer. Puis qu'à ce moment-là, ben, on met là où la patiente à risque de rechute, puis de reconsommer sur un marché noir hautement vicié, hautement contaminé là, par des opioïdes très très forts comme du fentanyl, des nitazines, du carfentanyl, etc. Puis en fait, ben, on est inquiet des risques pour la santé pouvant aller même jusqu'au décès. Fait que c'est des discussions, c'est pas toujours facile à avoir. On a souvent l'air très alarmiste comme médecin. Fait qu'on a créé des outils pour aider le patient là, à un peu comprendre tous ces risques-là, puis avoir comme une espèce de consentement là, que le patient comprend bien les enjeux quand il nous fait une demande de sevrage. Puis pour l'aider aussi à diminuer
le plus lentement possible, à son rythme, d'être réévalué, d'avoir du support là-dedans, puis d'avoir la possibilité aussi de pouvoir réaugmenter sa prescription de TAO si le sevrage va trop vite, puis que le patient est inconfortable. C'est un outil intéressant là, que vous pouvez trouver sur notre site web. On vous a mis l'adresse juste ici. Donc, depuis tantôt, mais je parle beaucoup des traitements pharmacologiques, là, des TAO, mais c'est pas tout, hein. Il y a aussi beaucoup de traitements non pharmacologiques. Donc, on a créé un outil qui s'appelle le panier minimal de services qu'on devrait retrouver là, dans les soins disponibles là, quand on prescrit du TAO. Puis tantôt, je vous parle du panier élargi, parce qu'on a le minimal et on a l'élargi. Mais le panier minimal, le strict minimum des services qu'on devrait retrouver, mais c'est la gestion de la polyconsommation, hein. Ça arrive que les gens consomment une seule substance, mais je vous dirais que c'est assez rare. C'est d'avoir aussi sur place en clinique là, la capacité de faire du dépistage puis du traitement d'infections transmissibles sexuellement et par le sang, incluant le VIH puis le virus de l'hépatite C. Être en mesure d'offrir de la vaccination, de la contraception, puis des tests de grossesse. Puis être aussi en mesure d'évaluer puis de faire la prise en charge de la santé mentale des personnes qui nous consultent. Puis d'offrir le matériel essentiel là, de réduction des méfaits ou des risques. Là. Je sais qu'on utilise les deux mots dans la francophonie. On vous présente ici le panier de services élargi qui, pour nous, devrait vraiment faire partie des cliniques là, dites spécialisées en médecine des toxicomanies puis en traitement du trouble lié à l'usage des opioïdes. Donc, c'est tout ce qu'il y avait dans le panier minimal de services. Puis là, on bonifie avec vraiment là, des soins de santé de première ligne. Fait que nos patients ont de la difficulté à naviguer le système de santé qui est en silo. Puis, ça vaut la peine, là, dans des moments de grande vulnérabilité, de grande précarité, là, d'intégrer le plus possible de soins au même endroit. Donc, de pouvoir offrir des soins là, de problématiques fréquentes liées à la consommation. Fait que, des infections des tissus mous, des plaies, des abcès, etc. D'être capable de faire des prises de sang sur place, de pouvoir aussi répondre aux besoins de base des patients, des patientes, donc accès au logement et à l'hébergement, alimentation, vêtements, documents d'identité, être capable de refaire la carte d'assurance maladie sur place, etc. Donc, on travaille là, en étroite collaboration avec nos collègues intervenants, travailleuses sociales, psychoéducateurs. De pouvoir aussi faire de l'enseignement de la consommation à risque réduit, d'avoir des membres du personnel qui sont formés là-dedans puis qui ont aussi du temps pour faire ça, hein. Ça demande du temps puis de l'énergie. Puis d'offrir du traitement du virus de l'hépatite C puis du VIH, incluant aussi la prophylaxie, le pré- et post-exposition au VIH. Puis finalement, d'offrir des services de proximité, de outreach, d'être capable d'aller vers les patients, puis de se déplacer dans leur milieu de vie, qui est parfois la rue, qui est parfois les sites d'injection sécuritaires, qui est parfois des organismes communautaires, mais d'offrir cette flexibilité-là. Quelques mots là, sur l'injection à risque réduit. Donc, en mai 2024, on a sorti un guide dédié à cette thématique-là, où on présente tout le matériel nécessaire, qui est en fait le matériel fourni par la santé publique au Québec. Donc, il y a probablement des trucs adaptables à votre contexte, là, mais peut-être pas tout. Puis il y a aussi beaucoup d'images, un étape par étape de comment on fait, puis aussi des vidéos qui sont disponibles en ligne. Donc, encore une fois, super intéressant pour se former, puis pour enseigner aussi à des étudiants ou des étudiantes. On voulait aussi vous parler des responsabilités professionnelles de tout un chacun. Donc, on a créé un tableau avec beaucoup de monde, là. On a vraiment essayé de penser en dehors de la boîte, puis de ne pas seulement se cantonner aux médecins, à l'infirmière, puis aux pharmaciens. Donc, vous voyez qu'au Québec, on a
plusieurs sortes d'infirmières, là. Donc, on parlait des super infirmières, les infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale ou en première ligne. Puis on a aussi des infirmières bachelières, techniciennes, puis auxiliaires qui peuvent avoir là, des niveaux de responsabilité différents. Mais on a aussi des intervenants psychosociaux là, qui ont une très grande place, un très grand rôle dans l'équipe. On a aussi des pairs qu'il ne faut pas oublier puis qui ont une contribution là, substantielle à l'équipe. Puis finalement, nos gestionnaires, c'est rare qu'on réfléchit à eux, mais c'était important pour nous de lister c'était quoi leur responsabilité au sein des équipes puis de l'organisation de services. Donc, si jamais vous voulez démarrer une clinique, un projet ou revoir l'organisation de vos services, bien, peut-être que c'est un outil qui peut être guidant ou intéressant pour stimuler vos réflexions à un niveau plus organisationnel. On essaye de faire les deux, autant du clinique de l'organisationnel. Fait qu'on vous laisse cet outil-là. Puis ça fait le tour pour moi aujourd'hui. Si vous avez des questions, vraiment, gênez-vous pas. Je vous laisse l'adresse courriel de l'ESCODI, puis également mon adresse personnelle si vous voulez m'écrire aussi à moi. Puis je vous souhaite une bonne fin de panel et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bien, on va quand même l'applaudir. Bien, évidemment, on ne peut pas échanger avec elle directement, mais si vous avez des commentaires, ils sont les bienvenus. En tout cas, elle nous a exposé une manière assez systématisée de contrôler cette administration des TAO qui permet d'être assez strict sur toutes les phases du suivi de cette administration. Ça peut être effectivement un outil utile pour les soignants. Pour les rassurer dans leur prise en charge et les prémunir contre les problèmes de responsabilité. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de commentaire, vous avez un commentaire? Oui, merci beaucoup Nabil de me permettre. Je voulais réserver ça lors de ma présentation, mais surtout vraiment remercier saluer cette diversité d'approche, quoi. Je pense que contrairement à chez nous où nous avons une seule molécule, on voit qu'ils ont des options thérapeutiques assez élargies. Avec différents produits, différentes formes, et le choix est laissé au patient de faire son choix. Et puis aussi, par rapport au protocole, aussi, ils ont beaucoup d'outils qu'ils utilisent. Il y a aussi vraiment l'intégration, parce que chez nous, la prescription de méthadone est surtout réservée aux addictologues, hein, aux médecins qui sont spécialisés, mais là, on voit que c'est élargi même aux infirmières qui sont spécialisées et des infirmières en première ligne, etc. Vraiment, c'est une approche qui est assez intéressante et riche. Je n'ai pas compris, qu'est-ce que... Pardon? Ouais, pardon. Ah oui, pour voir les slides. Donc, nous allons passer à la deuxième présentation qui va être faite par professeur Idriss Abba, qui est ancien interne des hôpitaux, médecin psychiatre addictologue, psychiatre pour adultes, enfants et adolescents à Dakar, et qui est également un membre du comité d'organisation des séminaires
TDO qui ont été cette année hébergés très gentiment par la THS de Biarritz. Et donc je vais lui donner la parole pour nous présenter sa communication évolution de la prise en charge du TDO au Sénégal. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais saluer les organisateurs de cette rencontre ATH et TDO 7 et aussi remercier tous ceux qui ont pu participer sur le plan logistique à ma présence ici à ces rencontres. Voilà, particulièrement Sacha qui s'est vraiment, je pense qu'il s'est vraiment mobilisé pour nous permettre d'être là. Et remercie aussi tous les membres du comité, notamment toi, Ramzi qui est là, que je vois, et d'autres personnes qui sont là. Donc, moi je suis au CEPIAT. Le CEPIAT, c'est le centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar, que nous avons ouvert en 2015 au niveau de Dakar et constitue le premier centre spécialisé dédié aux addictions en Afrique de l'Ouest francophone. Donc tout d'abord par rapport au contexte, nous dirons que l'usage de drogue représente un défi sanitaire et social majeur. Un rapport de l'ONU ici montrait que près de 27 millions de personnes constituées des usagers problématiques dans le monde et dont une forte proportion consomme la drogue par injection. Dans notre zone en Afrique, on a des taux de prévalence VIH et des hépatites qui sont particulièrement élevés chez ces consommateurs de drogue. Pour l'Afrique de l'Ouest aussi, les drogues, comme nous le savons, ne sont pas seulement en transit. Parce que très longtemps, on a cru que, effectivement, les drogues ne faisaient que passer. Mais on a vu que, de plus en plus, les drogues sont consommées et constituent vraiment une menace pour la stabilité des sociétés sur le plan social, mais aussi sur le plan politique, mais surtout économique et sanitaire. Au Sénégal, l'usage de drogue concerne des populations vulnérables, aggravant ainsi les inégalités sociales et sanitaires. Donc l'objectif de ce travail, c'était surtout d'analyser l'évolution de la prise en charge des addictions au Sénégal, mais aussi et surtout de mettre en lumière les stratégies nationales, les initiatives innovantes comme le CEPIAT, ainsi que les enjeux et les opportunités qui sont liés à une approche de santé publique. Concernant la méthodologie, nous sommes surtout basés sur une revue documentaire à travers des rapports institutionnels comme le Comité interministériel de lutte contre la drogue, l'ONUDC, etc., mais surtout des enquêtes épidémiologiques, surtout l'enquête UTSEN que nous avons menée en 2011. UTSEN, c'est usage de drogue au Sénégal. L'ANRS, qui est une agence française, qui nous a appuyé aussi dans la réalisation de cette enquête, mais surtout le Conseil national de lutte contre le sida, à travers un financement du Fonds mondial. Nous avons aussi procédé à l'analyse des données de l'ONUDC, de l'OMS, de l'ONU-SIDA, et fait une étude de cas à partir de l'expérience du CEPIAT. Concernant les résultats, on voit que les consommateurs de drogue injectables présentent des prévalences élevées, comme nous l'avons dit tantôt, du VIH. En 2011, au Sénégal, l'épidémie VIH, c'est une épidémie de type concentré, avec une prévalence qui est basse dans la population générale, mais qui est très élevée au sein de certaines populations. Et cette prévalence, en 2011, du VIH était estimée à 0,7%. Et l'enquête UTSEN a montré une prévalence de 5,2%. Donc, vous voyez, c'est plus de 6 fois supérieur à la prévalence au niveau national. L'hépatite C aussi, nous avons des prévalences qui sont inférieures en population générale à 2%. Là, nous nous retrouvons avec des prévalences de 23,3%, donc nettement supérieures à la population générale, avec des comportements à risque liés au partage des seringues et d'autres matériels de consommation, des échanges sexuels transactionnels qui accentuent cette vulnérabilité. Là, c'est des prévalences que nous avons eues à travers des enquêtes que nous avons menées voilà, au sein des populations, ce qu'on appelle les populations clés, au niveau du Sénégal. C'est ainsi que le CEPIAT a été ouvert, comme on a dit tantôt, inauguré en 2014 et qui offre une prise en charge globale
parce qu'on parle de prise en charge intégrée. Donc, nous faisons en sorte que tous les soins dont l'usager a besoin, tous ces soins puissent être assurés au niveau du CEPIAT, dans le respect des droits humains, mais aussi on connaît le poids de la stigmatisation au sein de la population, mais surtout au niveau des professionnels de santé. Ce qui fait qu'on a fait cette mobilisation vraiment pour que les professionnels de santé puissent venir exercer, pratiquer en tout cas au niveau du CEPIAT et recevoir les usagers. Et comme on l'a vu dans le document de notre collègue du Québec, nous avons un paquet de services qui est inspiré des recommandations de l'ONU-SIDA avec ses 9 composantes qui sont là pour pouvoir prendre en charge les consommateurs de drogue. Donc la première activité, la première composante, c'est le programme d'échange de seringues que nous avons démarré dès la fin de l'enquête UTSEN en 2011 avec la mise à disposition de matériel de réduction des risques, des seringues, mais aussi d'autres matériels de consommation pour réduire les risques. La deuxième composante, c'est le traitement de substitution qui est l'objet un peu de notre rencontre aujourd'hui. Surtout, nous avons la méthadone, mais aussi la prise en charge des autres dépendances, parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre les usagers, ce n'est pas seulement, surtout les dépendants aux opiacés, ce n'est pas seulement la méthadone, mais aussi il peut y avoir d'autres alternances, parce qu'il y en a qui ne veulent pas de la méthadone, mais leur offrir une prise en charge, mais aussi il y a d'autres formes d'addiction aussi que nous rencontrons. Le dépistage du VIH, c'est important chez nous parce que c'est ça qui a vraiment motivé la mise en place du CEPIAT. Donc, nous faisons beaucoup de dépistage. Ça fait partie du paquet d'activités que nous proposons aux usagers. Et si ce dépistage revient positif, le traitement antirétroviral est automatique. Donc, le CEPIAT aussi, c'est un centre de prise en charge du VIH pour les usagers qui ont une infection VIH. Mais aussi la prévention et le traitement des infections sexuellement transmises, aussi c'est une des composantes de ce paquet. La mise à disposition de préservatifs pour les consommateurs de drogue et aussi leurs partenaires sexuels. L'IEC, on fait beaucoup de sensibilisation aussi par rapport aux risques liés à l'usage de drogue. Mais aussi par rapport aux modalités de consommation, etc. Comme on l'a vu ici, elle parle d'enseignement pour réduire les risques. Donc, nous faisons beaucoup on a même développé une boîte à images par rapport à l'injection. La vaccination, le diagnostic et le traitement des hépatites virales, parce qu'on a vu que c'est aussi une des zones de vulnérabilité par rapport chez les consommateurs de drogue, mais surtout du fait de leur mode de vie aussi, la tuberculose aussi est quelque chose qui est très fréquent. Donc nous faisons le diagnostic, la prévention, le diagnostic et le traitement de la tuberculose. Donc, outre le traitement, le TDO, nous proposons aussi au niveau du CEPIAT un traitement antirétroviral, mais aussi le traitement de la tuberculose. Pour la discussion, je pense que l'approche sénégalaise est pionnière en Afrique de l'Est. Nous avons été effectivement les premiers à développer cette approche inclusive, mais aussi cette prise en charge des consommateurs de drogue au niveau de la région. Et cette approche combine réduction des risques, soins médicaux, soutien psychologique et réinsertion sociale. Donc le modèle du CEPIAT illustre la transition d'une logique, parce qu'avant il n'y avait que la répression, il n'y avait que les services de psychiatrie qui étaient dédiés pour la prise en charge des consommateurs de drogue. Donc maintenant ils ont un centre qui leur est dédié et qui propose une alternative par rapport à la répression. Parce qu'on a un code de drogue quand même qui est assez répressif, l'un des plus répressifs de la région d'ailleurs. Cependant, il existe des défis. Les défis, c'est le manque de ressources humaines et financières, les obstacles juridiques, la stigmatisation sociale et la centralisation des services à Dakar. C'est pourquoi nous avons senti la nécessité de décentraliser et de renforcer l'implication de la communauté. C'est ainsi qu'on a ouvert des sites. Donc maintenant, en dehors de Dakar, du CEPIAT, nous avons 5 autres structures décentralisées qui prennent en charge les consommateurs de drogue. C'est ainsi que vous avez, en 2018 déjà, donc 3 ans après le CEPIAT, nous avons ouvert un centre. Pour ceux qui connaissent le Sénégal, UPAM, c'est au niveau de Mbour. Mbour se trouve à
90 km de Dakar. Hein. Donc c'est une zone touristique aussi avec beaucoup d'usagers. Donc nous avons ouvert une unité qui prend en charge, qui dispose d'un programme méthadone, mais aussi d'un programme de réduction des risques. Thiaroye, c'est un hôpital psychiatrique qui se trouve à 15 km de Dakar aussi. Nous l'avons ouvert en 2019 avec un programme méthadone et un programme de réduction des risques. Kaolack, c'est à 200 km de Dakar, un peu au centre. Un peu au centre de Dakar, du Sénégal. Donc nous l'avons ouvert en 2008 et il dispose d'un programme méthadone et d'un programme d'échange de seringues. Là, c'est au niveau de la région de Diourbel, c'est un peu plus au nord de Dakar, à 200 km. C'est une zone assez particulière parce que c'est une zone très religieuse. Hein. C'est pourquoi bon, la méthadone, nous avons, jusqu'à présent, ce n'est pas encore disponible, mais nous avons un programme de réduction des risques qui a commencé à fonctionner. Ici, c'est Ziguinchor, nous l'avons ouvert en 2024. Il ne dispose pas encore d'un programme méthadone, mais un programme de réduction des risques qui est mis en place. Alors, les enjeux de cette approche, c'est d'abord un enjeu de santé publique qui consiste à intégrer les consommateurs de drogue dans les programmes de soins. L'enjeu est aussi économique qui consiste à lutter contre les coûts liés au trafic et à la corruption, parce qu'on voit que bon, le trafic aussi, il y a beaucoup de problèmes de blanchiment, de problèmes de violence, etc. etc. C'est pourquoi aussi l'enjeu est sécuritaire qui vise à prévenir la violence générée par les addictions. Il existe des opportunités. Ces opportunités, c'est d'abord le renforcement de la société civile et des réseaux régionaux. Avec la mise en place du CEPIAT, et de la prise en charge, nous avons mis en place un réseau national des associations intervenant sur les politiques de drogue, parce qu'il s'agit aussi de changer aussi les politiques, hein, de réviser nos politiques qui sont assez répressives. Et au niveau ouest africain aussi, nous avons ouvert un réseau, un réseau qui est basé à Accra, le réseau ouest africain sur les politiques de drogue, West African Drug Policy Network, que nous avons créé, je pense, à la suite de la commission ouest africaine sur les drogues de Kofi Annan, pour aussi continuer le plaidoyer pour une révision des politiques au niveau régional. Il y a eu un succès parce que la Côte d'Ivoire, en 2022, a pu changer ses lois. Continuer le plaidoyer aussi pour une réforme des politiques de drogue au Sénégal, mais surtout avoir une approche santé publique privilégiée par rapport à la seule répression comme alternative à la prise en charge. Pour conclure, nous dirons que la prise en charge des addictions au Sénégal a connu des avancées majeures grâce au CEPIAT et aux stratégies nationales. Toutefois, un changement de paradigme est nécessaire pour passer d'une logique punitive à une approche santé sur la santé et les droits humains. D'où l'importance d'investir dans la prévention et le traitement pour favoriser la sécurité, la paix et le développement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Idriss Abba, pour cette présentation qui développe tout ce que vous avez pu faire comme avancée dans cette prise en charge des addictions par les opioïdes au Sénégal. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des commentaires? Oui, Ramzi. Merci Idrissa. Juste quelques précisions. Vous avez la méthadone, pas la buprenorphine, ou les deux en fait? Comme traitement opioïde, il y a juste la méthadone, ou est-ce qu'il y a la buprenorphine aussi? Il y a une autre question où je peux répondre comme ça? Oui, mais il y a... il y a une autre question, mais c'est en fonction de la réponse. D'accord. Voilà. Donc, pour l'instant, nous n'avons que la méthadone. La méthadone que nous avons, c'est sous forme liquide. Solution buvable, dosée à 10 mg par millilitre. Pour l'instant, c'est la seule
la seule molécule dont nous disposons au CPA. Nous n'avons pas la buprenorphine ni la Suboxone. D'accord. Ouais. Et donc les gens viennent, est-ce qu'il y a des take-home doses? Est-ce que vous donnez des doses à la maison? Est-ce que c'est permis ou... C'est les deux à la fois. Lors de l'initialisation, le patient est obligé de venir tous les jours jusqu'à ce qu'on obtienne une dose stable et après l'amport à domicile que nous avons démarré en 2016. Nous avons démarré le traitement, le TSO en 2015. Déjà en 2016, on a démarré le take-home et donc les gens peuvent venir prendre le traitement pour 2 jours, 3 jours, 1 semaine maximum et puis ils reviennent pour une réévaluation. Et bon, ce que vous voyez un peu comme résultat, les gens sont adhérents? Est-ce qu'ils continuent leur traitement? Est-ce qu'ils... Oui, ils continuent leur traitement. Mais ce qu'on a noté surtout après la période post-Covid, on a eu beaucoup de pertes de vue. Par exemple, si je prends pour exemple, pour référence, nous avons inclus dans le programme presque 400 usagers dépendants aux opiacés qui étaient dans le programme méthadone. Pour l'instant, nous avons moins de 200 dans la file active. Pour vous dire que malgré cette décentralisation, malgré voilà, ces facilités qui sont offertes, nous avons beaucoup de pertes de vue et on a des difficultés pour la rétention des usagers dans le programme. Ça a même fait l'objet d'un article qui a été publié concernant les drop-out, les gens qui portent. Mais les gens ils viennent, en tout cas qui sont dans le programme, ils viennent régulièrement parce qu'ils savent que s'ils arrêtent la méthadone, ils vont retourner encore à l'héroïne et les risques vont augmenter encore. Okay. D'accord, merci. Merci beaucoup, Ramzi. D'autres questions dans la salle? Sinon, moi, je voudrais vous poser la question. Allez-y, allez-y. Merci pour votre présentation. C'était très intéressant. Puis bravo pour toutes les avancées que vous avez faites dans les dernières années. J'avais une question, en fait, plus une clarification. Vous avez parlé de centralisation et de décentralisation dans une slide. Là, je me demandais, est-ce que vous pouvez me détailler ça? La centralisation et la décentralisation. Oui, parce que dans la même diapositive, vous avez parlé de centralisation et de décentralisation. Là, je me demandais, est-ce que vous pouvez éclaircir ça? C'est vrai, non. Je pense qu'au début, tout était centralisé au niveau du CEPIAT, donc au niveau de Dakar. Donc pendant 3 ans, le CEPIAT, c'était l'unique site de prise en charge des usagers de drogue. Et c'est après qu'on a senti vraiment la nécessité de décentraliser nos interventions avec l'ouverture des sites secondaires. Donc, dès 2018, on a décentralisé à 100 km de Dakar, à Hambourg, ensuite Thiaroye, ensuite Kaolack, ensuite Diourbel et Ziguinchor. C'est ce que nous avons appelé la décentralisation. Et le processus aussi va continuer parce que nous comptons ouvrir un site au niveau de chaque région. C'est même pas suffisant parce que les régions, c'est vaste, tout le monde ne peut pas venir parce que les hôpitaux où nous décentralisons se trouvent dans les capitales régionales, alors qu'il y a les départements, donc nous optons plus pour une stratégie de proximité. C'est pour cela que aussi nous avons, je ne l'ai pas dit dans la communication, nous avons créé des outils aussi de formation, mais aussi de prise en charge. On a des modules aussi de formation pour les gens, les intervenants en tout cas communautaires. Voilà. C'est ce que j'ai appelé décentralisation. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Très bien répondu, merci. Je vous en prie. Quant à moi, je voudrais vous poser 2 questions. La première, c'est... comme nous commençons en Tunisie, justement, cette administration de méthadone, je voulais savoir sur quels critères vous décidez l'emport à domicile de la méthadone. Est-ce qu'il y a un engagement particulier de la part de l'usager ou bien est-ce que c'est systématique?
parce que justement, il y a toujours des risques. Voilà. Voilà, je pense que c'est un peu les deux. On avait établi des critères pour l'emport à domicile. Le premier critère, c'est clinique, c'est que le patient soit stable, qu'on a atteint la dose de stabilité qui fait que la personne n'a plus de signes de manque, etc. Le deuxième critère, c'est le critère social. Il faut que la personne aussi ait un habitat social. Il ne faut pas qu'il soit un SDF, par exemple. Et même s'il a un habitat stable, il faut qu'il y ait un endroit dans cette maison où il peut garder le stock de méthadone. Et ça, c'est l'équipe de terrain, parce qu'on a une équipe de terrain, parce que le CPIAT, c'est une équipe fixe, mais aussi c'est une équipe de terrain qui va sur les scènes de consommation, mais aussi qui va voir les usagers au niveau de leur lieu de vie. Donc c'est l'équipe de terrain qui s'assure de tout ça. Et ceci, nous l'avons décidé parce qu'il y avait des contraintes quand même. Les contraintes, c'est l'augmentation de la file active, parce que déjà, rien que la première année, on était à plus de 200 usagers qui étaient dans le programme. Donc on ne pouvait pas les recevoir tous les jours, etc. etc. La deuxième contrainte, c'est qu'il y a les week-ends où nous ne travaillons pas, donc nous étions obligés de leur donner leur dose de week-end, mais aussi il y a les fêtes. Oui. Surtout, on a beaucoup de fêtes religieuses. Et voilà. La quatrième ou cinquième contrainte aussi, c'est que voilà, il y a des gens qui travaillent, qui n'ont pas le temps de venir tous les jours. Et donc, si tous ces critères, en tout cas sur le plan clinique, sur le plan social, sont assurés, on décide de l'emporter. Mais maintenant, c'est systématisé. On ne veut pas en faire une contrainte pour que les gens soient obligés de venir tous les jours pour faire ce qu'on appelle le TDO, traitement directement observé. Pas traitement de la dépendance aux opiacés. Est-ce que vous avez testé à un certain moment, éventuellement, la technique du parrainage par le parent proche, par le mari ou l'épouse, pour essayer d'éviter que cette personne utilise de manière anormale la méthadone ou bien ou la livrer directement à l'usager? Non, nous ne faisons pas ça. La plupart du temps, bon, c'est vrai que au début, ce sont les parents qui amenaient pour certains, en tout cas, c'est les parents qui les accompagnaient. Hein. Mais nous, nous jouons beaucoup sur l'alliance thérapeutique et la confiance par rapport aux patients. Et le suivi-évaluation permet de voir si la personne est observante ou pas, parce que régulièrement, nous faisons des tests urinaires. Hein. Lors de l'inclusion aussi, mais lors du suivi, parce que chez nous, la polyconsommation, c'est fréquent, quoi. Mais nous veillons surtout à ce que la personne, en plus de la méthadone, ne prenne pas de l'héroïne ou d'autres opiacés aussi. D'accord. Et en fonction de ça, nous ajustons les doses. Bon, il n'y a pas ce système de parrainage proprement dit. Hein. D'accord. Voilà. Ma deuxième question concerne les difficultés d'être parvenu donc à instaurer ce traitement par la méthadone compte tenu de votre législation. Comment vous avez pu contourner les textes juridiques pour arriver à instaurer ce programme? Parce que je sais que, comme nous, vous avez une législation répressive. Ah oui, on a un code de drogue qui est très répressif, hein, je l'ai dit. Il y a même un article qui parle de facilitation. C'est-à-dire qu'au début, les gens étaient ils disaient que bon, si vous donnez des seringues, c'est parce que vous facilitez l'usage. C'était très compliqué, hein? Mais on a été vraiment stratégique et diplomatique avec les gens en les mettant face à leurs responsabilités, face aussi aux enjeux sanitaires. Quand les gens ont vu la prévalence du VIH au niveau de cette communauté, parce qu'en dehors des professionnels du sexe et des hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, les usagers de drogue arrivent en 3e position par rapport à sur le plan de la vulnérabilité par rapport à l'infection VIH. Et ça a été vraiment un coup dur, hein, un choc. Et c'est pourquoi on a impliqué les acteurs d'application de la loi, que ce soit les policiers, les gendarmes, voilà, les magistrats aussi. On les a impliqués.
Et je pense que le fait qu'on fasse des voyages d'études, comme on dit, des study tours, nous les avons amenés au Maroc pour leur dire, pour leur montrer vraiment le travail qui est fait ailleurs face à cette population et le risque qu'il y a de ne pas mettre en place, de démarrer ce programme. Et on a dit que ce n'est pas de la facilitation, c'est comme quand on donne des préservatifs à la population, voilà, aux professionnels du sexe pour les protéger des ISC, mais aussi du VIH. C'est comme ça que ça a été. Et jusqu'à présent, la loi n'a pas été changée, hein, jusqu'à ce jour. Oui. La loi n'a pas été changée, mais le travail de réduction des risques se poursuit. Et maintenant, ce qu'on demande, c'est vraiment la révision en tant que telle. On a fait des projets pour avoir un cadre juridique qui nous permette de travailler tranquillement. Absolument. OK. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons passer à la troisième communication qui va être présentée en ligne par le professeur Pascal Biorubupsa de Burundi, qui s'intitule « L'intégration du traitement par méthadone dans un contexte communautaire au Burundi, l'expérience du centre TAO du service Yesu Muisa ». Bonjour et merci de m'accorder la parole. Alors, je vais vous parler de l'intégration du traitement par méthadone et buprenorphine dans un contexte communautaire au Burundi. Je vais vous parler de l'expérience du centre TAO, le traitement agoniste aux opioïdes du service Yezmiza. Je vais d'abord vous présenter le centre. C'est le service Yezmiza, une association des pères jésuites du Burundi. C'est un centre médical qui s'occupe de la promotion de la santé intégrale. Et parmi les stratégies que nous utilisons, il y a l'image que vous voyez là en bas. Cette image, c'est la clinique mobile. C'est écrit clinique mobile en action. Vous voyez l'équipe médicale, des infirmiers, des docteurs, des psychologues qui vont sur le terrain pour rencontrer les bénéficiaires. Et actuellement, nous avons 16 sites dans différentes provinces du Burundi. Nous sommes sur tout le territoire du Burundi. Alors, ce centre s'occupe de la prise en charge globale du VIH-Sida, de la co-infection, tuberculose, VIH et d'autres maladies chroniques, mais aussi de la promotion de la santé reproductive, la parenté responsable. Alors, le contexte du Burundi. Le contexte au Burundi, c'est qu'on a trouvé que, donc, comme on le voit au niveau international, la consommation des drogues est un enjeu mondial de santé publique. Ça affecte le bien-être physique, mental et social. Et les usagers, surtout ceux qui s'injectent, sont beaucoup exposés à des infections comme le VIH. Nous allons le voir dans l'étude, aussi les analyses que nous avons trouvées dans notre centre. Il y a aussi les hépatites B et C et la tuberculose. Il y a aussi la stigmatisation et l'exclusion sociale qui aggrave les risques et limite aussi l'accès aux soins. Et au Burundi, nous avons vu que la consommation des drogues nuit à la santé des usagers des drogues. Ça déstabilise la famille, ça affaiblit la cohésion sociale et freine le développement socio-économique. Bien que la séroprévalence du VIH soit faible dans la population en général, elle reste élevée chez certains groupes. Et on parle des travailleurs de sexe, il y a 31%. Les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, 5,9%. Et aussi les usagers de drogue, on trouve que c'est 14,1%. C'est le rapport du PNUD. Et cela donc appelle à des interventions ciblées. Alors, quels sont les objectifs du centre de traitement agoniste aux opioïdes au Burundi? C'est pour réduire les risques sanitaires. Et ces risques sont donc liés à la consommation de drogues injectables, notamment les infections, comme je l'ai déjà dit,
C'est aussi prévenir les surdoses, les violences, les comportements à risque et aussi d'autres des risques associés. Mais aussi offrir un traitement de substitution sécurisé et encadré. Aussi améliorer la santé physique, mentale, sociale de nos bénéficiaires. Mais aussi l'objectif, c'est de favoriser la réinsertion socio-économique, familiale dans le pays, dans la famille. C'est aussi lutter contre la stigmatisation, promouvoir les droits humains et renforcer l'inclusion des usagers dans la communauté. Mais c'est aussi renforcer les capacités locales en matière de prévention et de réduction des risques. Voici le centre, c'était le jour de l'ouverture. Il y a nos bénéficiaires qui sont là. Donc, le centre de traitement agoniste aux opioïdes détériorés au Burundi, c'est un centre pilote. C'était ouvert c'était le 9 février de cette année. Actuellement, nous avons 150 bénéficiaires. Parmi eux, nous avons 10 femmes. On a trouvé que c'est vraiment une population très vulnérable. Il y a 60% qui sont sans abri, 80% qui ont un besoin nutritionnel. Et vous voyez le pourcentage des femmes, des travailleurs de sexe. Et puis, le pourcentage entre 25 et 35, c'est 70. Donc, c'est une jeunesse. Et puis, nous avons l'équipe qui s'occupe de nos bénéficiaires, c'est 11. Nous avons des docteurs et d'autres qui les aident. Alors, quels sont les services que nous offrons à nos bénéficiaires? Il y a d'abord dans l'infirmerie, c'est la prise des paramètres vitaux, il y a l'évaluation de sévrage, de ce qu'on appelle les shell cows, et puis il y a des tests urinaires avant l'entrée, aussi consultation médicale, il y a l'évaluation, portrait de consommation, il y a des diagnostics du trouble, il y a l'usage des opioïdes, et puis il y a la prescription des examens, il y a le choix éclairé du TAO. Je crois qu'il y a une question qui a été posée là-bas. Donc, il y a le choix entre le méthadone et buprenorphine, et puis il y a prescription. À part ça, il y a une assistance psychosociale. C'est le consentement éclairé sur le début du traitement. Et puis, il y a l'écoute du bénéficiaire, il y a l'éducation thérapeutique et aussi soutien à une réinsertion socio-professionnelle. Et puis, nous avons la dispensation qui est l'octroi de la dose prescrite de méthadone. Et puis, il y a la mise des comprimés de buprenorphine sous la langue. La vérification aussi de la dissolution complète des comprimés pour éviter les risques. Et parce qu'il y a ceux qui peuvent les garder, les comprimés, autre chose, et puis ils partent avec. Il y a aussi donc surveillance. Alors, quels sont les résultats que nous avons trouvés parmi les 150? Vous voyez, j'ai mis en rouge. Il y a la séropositivité à l'hépatite virale C. Vous voyez, c'est plus élevé. C'est plus de 50%. Et puis, il y a l'infection VIH qui représente 5,33%. Et puis, il y a 8% des cas qui présentent un test, disons, un test donc, syphilis. Et tout cela montre qu'il y a une grande possibilité, une grande partie des comportements liés à risque, entre autres le partage du matériel d'injection, parce que nous nous occupons de ce qui s'injecte. Donc, nos usagers, nos bénéficiaires qui utilisent des drogues injectables, il y a aussi des relations sexuelles non protégées qui augmentent dans cette population. Alors, quelles sont les drogues qui sont consommées parmi nos bénéficiaires? Vous voyez les images là-bas. En premier lieu, il y a ce qu'on appelle boost. Je crois que c'est le mot anglais. Donc, c'est boost. C'est aussi une sorte de mélange, je crois, fabriqué ou mélangé au Burundi par nos usagers de drogue. Il y a le cannabis et aussi il y a la cocaïne, mais il y a d'autres produits aussi qui sont consommés au Burundi. Je crois là aussi il y a une question qui a été posée. Vous voyez l'équipe médicale, ça c'est sur terrain, c'est la clinique mobile. Donc c'est lié avec d'autres services pour la prise en charge des VIH, mais il y a aussi parmi cette équipe
Parmi ces docteurs et des infirmiers, il y a d'autres qui s'occupent des usagers des drogues, qui les cherchent et les trouvent dans la famille ou bien sur ce qu'on appelle les galas, des groupes de discussion, parce que la plupart n'ont pas du travail, alors on trouve sur terrain. Il y a alors l'intégration au programme TAO qui se fait par un processus bien structuré. D'abord, il y a l'identification sur le terrain par les pairs éducateurs ou lors des campagnes. Il y a l'évaluation médicale, soit l'usage prolongé d'opioïdes. Il y a la personne à le VIH, les hépatites et autre chose. Et puis, il y a l'entretien psychosocial pour évaluer la motivation, le contexte social et les risques. Et là, quelquefois, on fait même appel à des familles, à des amis pour bien comprendre ce qui s'est passé. Il y a aussi le consentement éclairé, puis il y a l'inscription officielle dans le registre du centre. Vous voyez les deux produits qu'on utilise, méthadone et buprenorphine. C'est écrit là. C'est utilisé comme substitut pour bloquer les effets de manque, d'abord. Et puis, on réduit les envies de consommation et ça stabilise les bénéficiaires. Donc, c'est administré de manière quotidienne, c'est tous les jours. Et c'est supervisé au centre, tous les jours, très tôt le matin. Pour le moment, nous avons 120 bénéficiaires qui reçoivent le traitement de manière continue. Donc, c'est le méthadone. Et puis, il y a le buprenorphine. Donc, vous comprendrez que c'est 30 bénéficiaires qui reçoivent donc l'autre produit. C'est introduit plus récemment parce qu'avant, on avait commencé avec la méthadone et c'est cela même qui était enseigné et sensibilisé dans la communauté. Alors, on a eu du mal pour choisir quels produits donner aux bénéficiaires parce que la plupart étaient venus avec cette mentalité de recevoir méthadone. Alors, c'est une sensibilisation qui continue. Il y a alors le suivi médical, psychosocial, communautaire aussi. C'est le traitement qui ne s'arrête pas à la substitution médicale. Il est complété par une série d'interventions. D'abord, il y a l'évaluation globale à l'entrée, donc médicale, psychologique, sociale. Il y a aussi l'accompagnement psychosocial. Il y a des groupes de parole qui sont organisés. Vous voyez nos bénéficiaires là-bas. Et puis, il y a le conseil de dépistage VIH et d'autres maladies chroniques. Et puis, il y a aussi l'appui en santé mentale pour nos bénéficiaires qui souffrent de dépression et de troubles liés à la consommation. Vous voyez l'image de nos bénéficiaires. Ici, je vais vous partager un témoignage. C'est un bénéficiaire qui nous avait partagé le jour de l'ouverture. J'espère que sa voix sera bien entendue de l'autre côté. La vidéo n'a pas été lancée, si jamais vous... Vous m'entendez ? Aujourd'hui, la majorité des gens n'ont aucune idée que le meilleur moyen de gagner sa vie, ce n'est pas le salariat. Jewe Eshakum nari umuntu ntashobora gutunga 10 000 francs mu masaha abiri.
mama muhira jewe Eshakum nari umuntu ntashobora gutunga 10,000 francs mu masaha abiri. Mama muhira yaguma ariko ararira, ndamutuka ndamwiba amahera, asize ikintu ngaho agasanga kiragiye, birababaje cyane gose. L'édition 2023 du rapport mondial sur les drogues produites par l'ONIDC met également en évidence le fait que la demande de traitement de troubles liés à l'usage de la drogue reste jusque-là largement insuffisant. Seule une personne sur 5 souffrant de troubles liés à l'usage de la drogue était sous traitement. Vous me permettrez de remercier chaleureusement tous ceux qui ont rendu ce jour possible. Nous remercions le gouvernement du Burundi via le ministère de la Santé publique en collaboration avec ses partenaires, en particulier le Fonds mondial et le PNUD. Pardon, est-ce que vous m'entendez bien? C'est comme s'il y a des échos là-bas. Qui ont ménagé tant d'efforts pour ce centre TAO soit une réalité. Mbandanya mpimiriza abariko baradufata mu mugongo nukuri nimucike intege. Nije bikunze ko magarara ngaha abari bavyifuza ni benshi hariho nabandi bavyibushe bangana uko kubera iki methadone na service za Yezu mwiza turabinginze mu bandanye mudushigikira abantu b'Imana. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, c'est déjà terminé? Oh, kigo kije hageze ko kizodufasha nkuko n'ibihano bivyerekana ku isi la collaboration avec nos partenaires. Est-ce que vous le voyez? Umurindi w'abandura umugera wa sida n'ugabanya gushika nko ku bice birenga 50% umurindi w'abandura ya hepatite twavuga yo mu mugwi wa B na C. Ibyo byose bikazotuma rero dutera ya ntambwe muri rusangi aho twifuza nkuko mu bindi bihugu byose bariko barabikora gushika ku ntambwe nziza mu 2030 aho tuzoba twamaze kugwanya ku rwego rushimishije umugera wa sida. Il y avait un école là-bas, donc je vais vous repartager notre une seconde. Oui, très bien. Vous voyez alors la présentation? Ok, nous étions là, donc sur le témoignage. Et puis, il y a la collaboration avec nos partenaires. Et, vous voyez, il y a la police, il y a les juges qui sont là, et puis il y a aussi les associations. Il y a d'abord le recrutement des usagers de drogue qui sont éligibles, il y a le counseling, il y a l'accompagnement des usagers de drogue jusqu'au centre TAO. Donc, c'est la communauté qui fait tout ça. Il y a le suivi des bénéficiaires aussi dans les communautés. Et puis, il y a la sensibilisation. Vous voyez l'équipe qui nous aide. Il y a le ministère de la Santé publique au Burundi. Il y a le Fonds mondial qui nous aide à travers donc le PNUD. Il y a l'Expertise France, mais aussi il y a la société civile. Il y a des organisations communautaires. Et puis, il y a la Compagnie de Jésus aussi qui nous aide. C'est une équipe qui était venue pour l'ouverture du centre.
Voilà. Alors, quel est l'impact positif de traitement agoniste aux opioïdes au Burundi? Il y a une amélioration de la qualité de vie. Vous avez vu leurs habits, tout ça, l'apparence, c'est pas beaucoup amélioré. Alors, il y a l'hygiène corporelle et vestimentaire qui est améliorée. Il y a le suivi médical. Il y a la réduction donc, de la mortalité liée aux surdoses. Il y a aussi une hausse du taux d'adhérence au traitement VIH, et tuberculose et les hépatites. Il y a la réduction des comportements liés à tout ça. Donc, comme le partage des seringues, ils ont posé la question là-bas, et puis les rapports non protégés, et puis la réduction des crimes. Et il y a une amélioration du bien-être mental et une intégration dans des groupes de parole. Et puis, actuellement, nous avons déjà observé, enregistré 10 qui sont réinsérés dans leur famille. Et puis, il y a aussi la redécouverte de leur dignité. Alors, quels sont les défis que nous rencontrons dans nos services? Il y a d'abord l'incompréhension de la religion. Il y a des gens qui disent nous avons arrêté le traitement parce qu'un tel pasteur, une telle personne a prié pour moi, ou il m'a dit si je vais prier, ça va s'arrêter. J'ai déjà enregistré 3 cas. Ils sont revenus, ils ont vu que ça ne marchait pas. Et puis, ça devient une sorte de sensibilisation pour leur dire que même Dieu aide à travers l'intelligence, à travers les médicaments, tout ça. Ils ont donc recommencé le traitement. Et puis, il y a aussi la culture discriminatoire. Ils sont discriminés, souvent associés à des crimes. Il y a des gens qui se méfient de nos bénéficiaires. Et même à côté de notre centre, il y a nos voisins qui se sont plaints en disant on a peur de ces gens, ils vont nous voler, des choses comme ça. Donc, il y a la stigmatisation persistante dans la société. Il y a aussi la criminalisation des usagers. Ils sont associés à des crimes. Et il y a une vingtaine qui étaient, depuis le début, qui ont été arrêtés par la police, mais actuellement, on a mis en place une stratégie. Ils ont des cartes, comme ça, quand ils circulent dans leur quartier, ils ont des cartes. On ne peut pas les arrêter. Même s'il y a des sexos arrêtés, immédiatement, il y a une intervention et puis on les arrête. On est en train de faire une sorte de convention avec le gouvernement, la police, pour qu'on ne les arrête pas ou bien ils soient immédiatement relâchés. Et puis, nous avons un autre défi, une liste excessive d'attente. Il y a beaucoup qui attendent le traitement et avec l'objectif qu'on avait, c'est 150. On a trouvé qu'avec le peu de moyens que nous avons, nous ne pouvons pas vraiment traiter tout le monde. Il y a aussi l'insuffisance de l'équipe médicale. Je vous ai parlé des 11 donc, qui suivent les 150. Il y a aussi l'insuffisance de fonds. Voilà, en conclusion, aussi une recommandation. Vous voyez une maman qui est très contente. C'est une de nos agir des activités génératrices de revenus. Il y a ceux qui sont réinsérés dans la société, on leur donne du travail ou des activités génératrices de revenus. Voilà la joie qu'on aimerait avoir au service. Il est alors possible de traiter efficacement les troubles liés aux opioïdes dans un contexte africain en combinant soins médical, accompagnement psychosocial et l'ancrage communautaire. Nous avons réalisé que ce modèle novateur et humain redonne espoir, dignité et santé à des personnes souvent exclues et stigmatisées. Nous avons trouvé aussi que c'est une approche durable et intégrée qui pourrait être étendue pour répondre à la crise croissante des drogues injectables au Burundi. Voilà, avec tout ça, nous appelons à un soutien renforcé et à une collaboration accrue pour pérenniser et étendre cette initiative qui aide nos bénéficiaires. Nous aimerions étendre le service vers le centre du pays parce que pour le moment, c'est un seul centre au Burundi. Vous comprendrez qu'il y a beaucoup de demandes et nous ne pouvons pas accueillir tout le monde, sauf quand on a beaucoup de centres à l'intérieur du pays. Mais pour le moment, nous sommes satisfaits de ces résultats. Nous voyons que les 2 substitutions donc, nous aident au rétablissement et aussi à la réinsertion socio-économique de nos bénéficiaires. Je vous remercie beaucoup.
Merci, professeur Pascal, pour cette expérience d'intégration communautaire de ce traitement TAO au Burundi. J'avoue que j'ai été un peu choqué au départ de voir les visages des usagers, mais j'ai compris par la suite que le fait que ce soit dans une intégration communautaire, que la police est elle-même impliquée, et on sait parfaitement que la police n'a aucun intérêt à garder ces gens-là emprisonnés parce qu'ils n'ont pas de solution pour eux et qu'à la limite, ils préfèrent qu'ils soient pris en charge et qu'ils soient assurés que ces gens-là sont bien soignés et qu'ils les laissent libres dans la société. C'est tant mieux pour tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle à propos de cette présentation? Monsieur Idrissa. Je suis très heureux, très content quand j'ai appris l'ouverture d'un centre de prise en charge au Burundi. Parce que j'ai parlé tantôt du réseau qu'on a mis en place et on a eu à inviter, d'ailleurs même j'ai vu son intervention, hein, des acteurs communautaires que je connais très bien. Et voilà, je suis très content donc. Et je suis un peu frustré parce que je m'attendais à vous voir physiquement pour pouvoir échanger avec vous. Mais malheureusement, vous n'êtes pas venu. Et c'était vraiment pour vous mettre aussi en contact avec un réseau qu'on a mis en place et qui s'occupe des drogues en Afrique francophone. Le RECIDAF qu'on a mis en place et on avait organisé un premier congrès à Dakar en 2023. J'aimerais bien avoir vos coordonnées pour pouvoir partager avec vous aussi. Alors, moi, j'ai quelques questions hein, par rapport à votre présentation. Je ne sais pas, j'ai vu le taux de VIH chez les consommateurs de drogue passer de 14% à 5%. Entre l'étude du PNUD et l'étude que vous avez faite vous-même au niveau du centre. J'aimerais bien avoir peut-être une explication par rapport à cette baisse. En tout cas, cette différence de taux entre l'étude du PNUD, je ne sais pas c'était en quelle année, et l'étude là qui est de 5%. Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, je suis un peu frustré aussi parce que je vois que vous êtes plus riche que nous. Parce qu'en plus de la méthadone, vous avez la buprenorphine. Donc, vous avez un peu, voilà, une marge, la possibilité de faire un choix en fonction des profils cliniques de vos patients. Mais là aussi, cette différence entre les patients qui sont sous méthadone 120 et ceux qui sont sous buprenorphine 30. Qu'est-ce qui explique, quels sont les choix vraiment qui ont guidé les critères qui ont guidé ces choix vers l'orientation d'une molécule? Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de patients sous bupré que sous méthadone. Vu vraiment la facilité, parce que je pense qu'avec la bupré, il y a plus de marge de manœuvre, il y a moins de risques par rapport à la méthadone qui est très contraignante, quoi, avec des risques aussi de faire des surdoses, etc. Et aussi les doses, si je peux avoir une idée, parce que chez nous, bon, la dose moyenne, c'est 60 mg hein, de méthadone par patient par jour. C'est vrai qu'il y a des écarts, hein. Il y a des patients qui sont sous 10 mg, d'autres qui sont sous 140 mg, mais la dose moyenne, on est autour de 60 mg. Alors, un autre point aussi qui a fait l'objet vraiment de discussions, de débats au niveau du Sénégal, c'est la question de la stigmatisation des usagers. Et comme vous l'avez fait chez nous, on avait aussi... parce que nous sommes implantés au sein d'un centre hospitalier général. Et il y a eu beaucoup de réticences, comme chez vous, pour l'implantation du centre en milieu hospitalier. Même nos collègues médecins étaient opposés, les gens même ont écrit au ministère de la Santé pour dire qu'il ne faut pas faire venir les consommateurs de drogue. Et l'hôpital nous avait posé comme condition, pour faciliter vraiment voilà, l'entrée des trucs, d'avoir des cartes des patients. Chaque patient devrait disposer d'une carte. On devait confectionner des cartes pour les patients pour qu'ils puissent être identifiés
et faciliter leur accès à l'hôpital. On leur a dit niet, il faut jamais, on ne fera jamais ça. Ça, c'est encore renforcer la discrimination. Est-ce que pour les autres patients, il y a des cartes pour faciliter l'accès? C'est des Sénégalais comme tout le monde, c'est des patients qui doivent avoir l'accès libre comme tout autre Sénégalais. Donc on ne fera pas de cartes, parce que faire les cartes aussi, c'est les exposer. Ils peuvent perdre leurs cartes. Des parents ou des trucs peuvent entrer en possession de leur carte, et aussi le truc est levé, la confidentialité est levée, on ne leur fera pas de carte. On ne va pas encore exposer davantage. Je ne sais pas vous, voilà, ce que vous pensez de ça. Nous, en tout cas, on a été réticents et finalement, on n'a pas fait de carte aux usagers. Voilà, c'était ces deux questions, mais aussi, voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci. J'espère que je vais faire une réaction là, sur les trois questions et aussi le commentaire. D'abord, j'aimerais aussi souligner qu'actuellement, nous ne sommes pas bien représentés au Burundi. Parce que, comme il vient de le dire, il y a des réunions qui se tiennent au Sénégal et ailleurs, et on voit qu'on ne sait pas comment les gens sont représentés, mais il y a ceux qui viennent et qui ne sont pas vraiment dans la prise en charge disons, des personnes qui consomment des drogues au Burundi. Et j'aimerais souligner ça parce que la fois passée, on m'a même posé cette question. Pourquoi est-ce que ce sont des associations qui n'ont rien à voir avec les usagers des drogues qui vont dans ces genres de réunions? Voilà, donc du côté du Sénégal ou d'autres associations, je ne sais pas comment ils le font, mais merci pour cette réaction. J'aimerais que aussi vous me donniez le contact de l'association, comme ça je pourrais entrer en contact avec pour plus de détails. Alors, ce que vous posiez là-bas, pourquoi ces différences avec le PNUD, bon, je ne sais pas comment le PNUD a fait. Peut-être ils ont des résultats venus d'ailleurs, mais les résultats que je vous présente, c'est ce que nous avons fait il y a une semaine. On a conduit, donc on a fait, disons, ces examens, ces tests, et puis voilà les résultats que je vous présente, c'est ce que nous avons trouvé. Le seul centre qui existe au Burundi, c'est cela. Mais vous pouvez aussi comprendre, il peut y avoir une ou deux raisons. Peut-être dépendamment des intérêts ou autre chose. Ça peut être aussi la politique. Oui, j'espère que vous comprendrez là. Donc, il y a beaucoup de raisons qu'il faut que les gens, soit ils cachent des résultats, ou bien ils présentent les choses comme ça se présente. Oui, j'espère alors où est-ce qu'ils ont trouvé ces chiffres. Est-ce que vous pouvez me rappeler l'autre question là? L'autre question, c'est par rapport au choix méthadone, buprenorphine. Et ok. Je n'avais pas bien fait tout. Alors, je disais, il y a deux, méthadone et puis buprenorphine. Et puis, je disais, il y a d'abord l'entretien avec le patient. Mais comme je voulais présenter, il y a une erreur qui s'est produite au début parce que nos bailleurs nous disaient qu'on va utiliser les méthadones seulement. C'est ça qu'ils avaient commandé. Là, dans la communauté, il y a la communauté qui avait commencé à sensibiliser, à dire voilà, vous allez recevoir le méthadone. Et d'ailleurs, même au début, le centre était appelé centre méthadone. Alors, on a dit corriger ça, mais ça a pris beaucoup de temps. On continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a ceux qui pensent qu'ils vont prendre la méthadone quand ils arrivent là-bas. Là, c'est une sensibilisation qu'on a commencé, mais quand ils arrivent, il y a d'abord l'entretien avec les bénéficiaires. Et puis, il y a les docteurs, donc l'équipe qui va faire un choix aussi. Mais c'est un choix éclairé, un consensus avec le bénéficiaire. D'abord, avec les tests, on ne peut pas vraiment comprendre s'il va prendre le buprenorphine ou méthadone. C'est un choix éclair. Il y a ceux qui peuvent avoir des réactions sur leur corps, et puis on voit que ça ne marchait pas, et puis ils changent. Mais c'est un choix éclairé, un consensus avec l'équipe et aussi le bénéficiaire. Voilà ce que je peux dire. Je n'ai pas développé ce que j'avais mis là, avec le choix.
Voilà, avec l'assistance psychosociale, je disais, c'est consentement éclairé sur le début des TAO d'abord, avec les bénéficiaires. Et puis, il y a l'écoute du bénéficiaire. Il y a l'équipe qui va aussi se baser sur, disons, les conversations avec le bénéficiaire. Et puis, ce qu'ils vont dire, ils vont prescrire des examens, ils vont voir aussi d'autres maladies. Mais après ça, c'est un choix. Comme avant, on avait beaucoup le méthadone. Il y a beaucoup qui avaient commencé avec le méthadone. Et puis, il y a buprenorphine qui est venu après. Et voilà, ils ont mis les 20, disons les 30. Mais vraiment, c'est un consensus avec nos bénéficiaires. Il y a ceux qui choisissent méthadone parce que c'est consommable. Et puis, il y a d'autres qui vont dire, voilà, j'ai besoin des comprimés. C'est comme ça qu'on fait. Sinon, c'est vraiment un consentement avec l'équipe, avec le bénéficiaire. Pouvez-vous me rappeler l'autre question là? Bon, en fait, ce n'était pas une question, hein, c'était sur, voilà, c'est un couple, pour moi, c'est un couteau à double tranchant, le fait d'instaurer des cartes pour l'identification. Oui. Ce n'était pas une question, en fait, c'était juste pour montrer, voilà, que ce même débat s'est posé sur nous, et nous, on a fait le choix de ne pas faire de cartes. Au Sénégal, comment est-ce que vous le faites? On n'a pas fait de carte pour les usagers. C'est comme toutes les autres personnes, ils ont leur ordonnance qu'ils ont sur eux et ils viennent au rendez-vous. Ils n'ont pas besoin de carte pour être identifiés, pour ne pas encore les exposer, parce que les cartes peuvent être perdues et entrer entre les mains de personnes voilà, mal intentionnées, quoi. Parce qu'on sait qu'il y a une stigmatisation sur le plan social qui fait que nous ne voulons pas les exposer davantage. Oui, pour nous, avec des réunions qu'on a faites avec l'équipe médicale, avec la police, avec aussi nos bénéficiaires, ils sont d'ailleurs contents d'avoir des cartes, d'être identifiés. Ils disent, voilà, nous sommes protégés, la police ne va pas nous arrêter. Et même au centre, ils viennent avec de joie à l'extérieur, ils sont là. C'est donc une équipe bien, disons, bien soudée. Et puis, à l'extérieur aussi, ils ont des associations. Dans des quartiers, ils sont vraiment fiers d'être identifiés comme des gens qui ont soif de traitement aux agonistes opioïdes, au centre TAO des Pères jésuites au Burundi. Pour eux, c'est une sorte en fait de fierté parce que nous aussi, nous avions peur avant. On disait si on va vous identifier, qu'est-ce qui va se passer? Mais pour eux, c'est une sorte de protection. Alors, plutôt, ils disent que la discrimination sont des gens qui pensent qu'ils vont commettre du mal à tout moment. Ils sont associés à des crimes. Sinon, s'ils ont des cartes, ils disent, voilà, c'est comme d'autres bénéficiaires qui peuvent avoir des cartes. Pour nous, l'expérience nous montre que, disons, être identifié comme quelqu'un qui suit les traitements au centre TAO, ce n'est pas un problème. Il y a même des parents qui nous disent, oh, j'ai entendu que vous avez un tel centre, voilà, je vous amène mon enfant, je vous amène un voisin ou des personnes comme ça. Ils sont vraiment fiers de venir chez nous. Peut-être que les expériences sont différentes, mais de notre côté, je n'ai pas encore reçu de plainte à propos de ça. Je suis encore de près l'évolution, mais ils sont fiers de venir chez nous. Même d'être sur caméra, de témoigner comment ils vivent. Pour nous, c'est une autre expérience parce qu'ils veulent vraiment guérir. Bien, je crois que nous avons épuisé le temps dédié à cette séance. Vous avez un commentaire? Allez-y. On va prendre encore. Bonjour, Anne Bourdel, je suis médecin dans un XAPA sur Paris. Merci pour votre présentation et bravo pour ce travail. Moi, j'avais une question. Vous dites qu'il y a une liste d'attente. Est-ce que vous avez une estimation sur le pays, du nombre d'usagers voilà, est-ce que vous avez des chiffres? Qu'est-ce que vous en savez? Merci pour la question. Sur la liste d'attente,
comme nous le donnent nos communautaires et aussi l'enquête que nous faisons sur terrain. Actuellement, nous travaillons dans la capitale, c'est au Burundi. Alors, dans cette localité, donc la capitale, pour le moment, avec des quartiers qui nous sont proches, parce que je vous disais que les bénéficiaires doivent venir tous les jours, nos analyses, aussi nos recherches avec la liste aussi que nous avons, pour le moment, nous avons autour de 300 bénéficiaires qui attendent d'être mis sur le traitement. Et avec la limite de 150 que nos bénéficiaires nous ont imposée, on a trouvé que c'est vraiment impossible de les accueillir. Parce qu'il faut d'abord des commandes à l'étranger et ça peut passer au moins une année avant qu'on ait une commande. Et puis, il y a d'autres charges aussi qu'on doit donner. On trouve que vraiment c'est impossible de mettre tout le monde là-bas. Raison pour laquelle on aimerait commencer d'autres centres. Le plus urgent, c'est au centre du pays. Alors là aussi, nous avons beaucoup d'appels. On n'a pas encore fait, disons, une liste de tout le monde dans tout le pays, mais on voit qu'il y a beaucoup de, disons, on peut estimer 5 000, 7 000 donc de bénéficiaires qui nous attendent pour le moment, parce qu'on a vu que c'est un problème qui commence à surgir dans le pays. Donc des troubles liés au manque de travail, liés aux problèmes familiaux, beaucoup de choses. Peut-être c'est aussi une enquête que je pourrais mener au niveau national. Je pourrais demander à nos communautaires et d'autres personnes de nous aider. Mais le point central qu'on avait pris, disons, à la capitale, pour le moment, nous avons une liste de 300 personnes qui attendent. Bien, merci. Est-ce que vous avez un bilan que vous pratiquez avant de commencer le traitement par la méthadone ou par la buprenorphine? Et est-ce que vous avez des patients qui ont des comorbidités psychiatriques, parce que ceci peut aussi aider au choix de la méthadone ou de la buprenorphine? Il commence d'abord par les communautaires. Nous avons des organisations qui nous aident à identifier. Ils vont dans des quartiers un peu pauvres, si j'ose le dire. Et puis, il y a d'autres qui sont même connus dans des familles. Ce sont des familles qui les amènent à ces associations. Alors, les associations commencent par une sorte d'identification. D'abord, pour bien connaître ceux qui prennent des drogues injectables, parce que c'est ça un des critères. Et puis, il y a l'accompagnement par donc, la communauté, être la sensibilisation et puis l'écoute du bénéficiaire. Et puis, petit à petit, il commence à voir que la personne prend des drogues injectables. Et puis, la communauté communique avec le centre de traitement agoniste. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'on commence le traitement médical et aussi d'autres traitements qui suivent. Mais ça commence par la communauté. Alors, ce qui présente des troubles, c'est l'équipe. L'équipe, après avoir donc, vu le rapport des communautaires, ce qu'ils consomment, et puis leurs amis aussi, les voisins, ou bien les membres de famille disent, voilà, nous l'avons vu consommer ceci, disent ceci. Et puis il y a l'équipe médicale qui fait aussi ces analyses. Voilà, ils mettent tout ça ensemble, et puis s'ils voient que la personne est incapable de choisir pour elle-même, donc c'est l'équipe qui va choisir. Mais déjà, nous avons des gens qui viennent avec quand même quelques identifications. Par exemple, avant l'introduction du centre de traitement agoniste au Burundi, dans notre centre, parce que nous utilisons méthadone et buprenorphine, il y a un centre qui avait commencé, mais ce centre n'utilise pas de médicaments. Il n'y a pas de buprenorphine, il n'y a pas de méthadone. Alors, ce centre enfermait les gens. Ils pensaient que les enfermer comme les mettre en prison, ce qui est d'ailleurs contraire aux droits de l'homme, ils pensaient que ça pouvait les aider à réduire la consommation des drogues. Et nous avons trouvé que c'est le contraire. Plutôt, ça a augmenté la consommation des drogues injectables. Alors, s'il y a ces gens qui viennent de ces centres, déjà,
il y a ce pressentiment qu'ils ont été donc dans ces centres et puis on commence à détecter certaines choses. Beaucoup. Merci pour tous les présents, pour les participants. Je remercie également les organisateurs qui ont bien veillé à la bonne marche de cette séance et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.